Mais pour les Romains, les toilettes publiques étaient exactement ça, très publiques. Quand on parle du mur d'Adrien, on pense immédiatement à des milliers d'hommes. Mais nous avons ici une pierre tombale qui est la preuve incontestable qu'il y avait aussi des femmes. Celle-ci mentionne le nom d'une certaine Aurelia Aia, qui était la fille de Titus. Elle venait de Salonas, qui se trouve dans l'actuelle Croatie, et elle était mariée à un certain Aurelius Marcus, de la centurie d'Obsequo. Nous avons donc ici un simple soldat vivant avec sa femme sur le mur d'Adrien. Les inscriptions sur les pierres nous fournissent de nombreux renseignements, mais un objet aussi minuscule et délicat que cet anneau peut aussi nous renseigner sur les gens. C'est l'anneau d'Amélia. On l'appelle ainsi parce que les découpes des lettres signifient « Amélia, puisses-tu vivre ». Certains pensent que c'est peut-être le premier objet chrétien de l'Angleterre romaine. Il nous donne aussi des informations sur Amélia, par exemple la taille de son annulaire. On peut penser qu'elle était peut-être chrétienne. On peut aussi déduire qu'elle était fiancée ou mariée à un homme riche, du fait que ses anneaux étaient souvent des bagues de fiançailles. Il est possible qu'elle ait eu des liens avec les provinces orientales, parce que c'est là qu'on ciselait ces anneaux. C'est un objet magnifique, et je me demande souvent si elle l'a perdu dans une dispute. Mais cela nous prouve que même quelque chose d'aussi petit peut nous donner des renseignements sur l'une des personnes qui vivaient sur le mur d'Adrien. Les femmes qui vivaient au fort de Vindolanda menaient une existence de pionnières, mais ça ne les empêchait pas d'avoir les articles de luxe qu'elles auraient trouvés dans des grandes villes. L'un d'eux est cette très jolie sandale. À l'époque romaine, elle devait être colorée. Mais observez la forme délicate de la semelle. Chaque morceau de cuir de la semelle de cette sandale porte le poinçon de son fabricant. Lucius Ibucius Tali, fils de Titus. C'est sa marque de fabrique, ce qui indique que cet objet avait de la valeur. En gros, on peut dire que c'était le Gucci de son époque. C'est ce que vous auriez voulu acheter si vous aviez les moyens de vous l'offrir. Elle a dû être jetée parce que la bride s'est cassée. On peut en déduire que cette femme avait plus d'argent que de bon sens pour vouloir s'en débarrasser. Elle aurait pu la faire recoudre, mais elle l'a jetée. En étudiant les ruines, on a découvert que la vie des Romains n'était pas confinée à l'intérieur des forts. Les forts romains étaient rarement isolés. Le plus souvent, peu après leur construction, des villages s'implantaient à l'extérieur de leurs murs d'enceinte. Les soldats n'étaient pas des moines. Même si la loi leur interdisait de se marier, la plupart ont épousé des femmes de façon officieuse. Et la plupart possédaient des esclaves, comme ils en avaient le droit. Certains vivaient à l'intérieur, mais beaucoup devaient vivre à l'extérieur. Le village qui s'étendait à l'extérieur du fort devait être très actif. Il abritait probablement des ateliers militaires. Il n'y avait pas assez de place dans le fort pour produire tout ce dont ils avaient besoin. On devait donc fabriquer des objets juste à côté, où vivaient les civils et les femmes et les enfants des soldats. On a retrouvé des boutiques à Vindolanda, une boucherie avec des tuyaux d'évacuation et des ossements d'animaux. Il y avait tout un tas d'activités à l'extérieur du fort. Chaque nouvelle découverte des archéologues qui fouillent le mur d'Adrien nous en dit plus sur les Romains. Voici un temple dédié à Mithras, un de leurs nombreux dieux. La religion romaine nous paraît assez étrange parce qu'elle semble se résumer à une sorte de marchandage entre les hommes et les dieux. C'est comme si vous priez une divinité en lui disant « Je vous demande quelque chose et si vous me la donnez, je vous offrirai un autel. Sinon, je ne vous donnerai rien. » On a des documents écrits de personnes qui disent « J'ai demandé quelque chose aux dieux, ils ne m'ont rien donné, donc je refuse de leur offrir quoi que ce soit. » Tout en vénérant leurs propres dieux, les Romains ont adopté les dieux celtes locaux.
Voici mon romain préféré. Il s'appelle Tinius Longus. Il était préfet de cavalerie à Benwell. Il a dédié cet hôtel à un dieu local appelé Anthenikiticus pour le remercier d'avoir réalisé son ambition. Il a été promu questeur, c'est-à-dire qu'il a gravi le premier échelon afin de devenir sénateur de Rome. Je me suis souvent demandé ce qui l'avait poussé à croire qu'une obscure divinité originaire du coin supérieur gauche de l'Empire avait pu exaucer son souhait. Peut-être qu'il a tenté sa chance auprès des autres dieux et que seul celui-ci lui a répondu. Mais je le vois bien lui dire « Oui, j'ai atteint mon objectif ». Pourquoi est-ce votre préféré? Parce qu'il est un peu bizarre? Non, c'est parce que j'ai l'impression que cet homme a réussi à avoir ce qu'il voulait. Les premières campagnes de fouilles datent de l'époque victorienne. Et même si les archéologues n'ont réellement couvert qu'1% du site, ils ont mis au jour une extraordinaire collection d'objets. Mais la découverte la plus extraordinaire est certainement celle des tablettes de Vindolanda. En 1973, les archéologues ont mis au jour de minuscules planchettes de bois qui ne faisaient pas plus d'1 millimètre d'épaisseur. Tout à fait par hasard, après en avoir jeté plusieurs, on est tombé sur 2 planchettes collées ensemble et on les a délicatement séparées. Je les ai détachées et en regardant à l'intérieur, j'ai vu qu'elles étaient couvertes de hiéroglyphes. Je n'en revenais pas. C'étaient des signes d'écriture, mais dans aucune langue que je connaissais. Presque instantanément, les signes ont disparu. On a fait tremper les lamelles de bois dans de l'alcool, puis dans de l'éther pour les conserver. En poursuivant les recherches, on a découvert qu'en les photographiant sous une lumière infrarouge, les signes réapparaissaient. Mais le décryptage de la langue allait s'avérer difficile. Quand vous avez vu ces signes apparaître, que vous pouviez les voir et les lire, à quoi vous attendiez-vous? Tout d'abord, je ne pouvais pas les lire. J'ai ici le premier texte que je vais vous donner à lire. Ça n'est pas juste. Vous le regardez comme je l'ai fait. En fait, c'est à l'envers, mais on ne peut pas le savoir. Et quand on le retourne, c'est tout aussi incompréhensible. Parfois, quand on a des lettres ou des mots qui sont répartis sur plusieurs fragments, on les voit mieux sur les photographies. Je crois que c'est un peu mieux. Les tablettes ont été envoyées au professeur Alan Bowman, expert en écriture ancienne. Il a établi que bien que les textes soient en latin, ils étaient rédigés en écriture cursive, une forme primitive de l'écriture en bas de casse qui rendait leur lecture encore plus ardue. Elles sont très difficiles à déchiffrer. L'écriture manuelle cursive du latin de cette période n'est pas simple. L'un des problèmes est que la forme des lettres, en particulier celles qui sont les plus couramment utilisées, les rend très difficiles à distinguer les unes des autres. Par exemple, selon la personne qui écrit, le S, le T et le P, ou même le I, ont une forme similaire. Quand on réfléchit aux combinaisons qu'on peut faire avec ces 4 lettres, trouver le mot qu'elles peuvent former n'a rien d'un exercice de routine. Le professeur Bowman déchiffre les tablettes de Vindolanda depuis 30 ans et on continue d'en découvrir tous les jours. Celle-ci vient juste d'arriver. Les yeux du professeur Bowman sont les premiers à la lire depuis pratiquement 2000 ans. Voici quelques lignes où on distingue le mot lanceas. L-A-N-C-E-A-S. Ce sont des lances qui font partie du matériel militaire. Nous avons aussi quelques noms. Là, je peux déchiffrer le nom Victor, V-I-C-T-O-R, qui est un prénom romain très usité. Et plus loin, on le décrit sous le terme de Venator, chasseur. Et on retrouve les lances un peu plus bas et la somme versée pour leur achat. C'est un récapitulatif des sommes payées par les soldats pour leur matériel militaire. Des lances et peut-être d'autres articles avec le montant en deniers inscrit en face de chaque article. Un peu plus haut, au niveau de la cassure, on voit 3 lettres, A-L-B, qui doivent être le début d'un nom. Albinus ou Albarnus, qui sont tous deux des prénoms romains courants.
Un peu plus bas, on remarque un nom plus inhabituel, Tagomas, T-A-G-O-M-A-S, qui est un vexillarius, un porteur d'étendard. V-E-X-I-L-L-A-R-I-U et le S, qui devait être sur le morceau manquant. C'est un exemple du suivi extrêmement précis des mouvements d'argent, de marchandises, de l'achat et de la distribution du matériel, avec une extraordinaire profusion de détails. Une pièce incroyable. Le porte-étendard romain au nom bizarre, Tagomas, était déjà mentionné dans d'autres tablettes. Il a aussi laissé une trace de son existence sur une amphore, un récipient qui pouvait contenir du vin ou des aliments. Dans une pièce adjacente à celle dans laquelle on a trouvé cette lettre, on a découvert une amphore qui avait une poignée gravée à son nom, Tagomas, ce qui est exceptionnel. En analysant l'intérieur, on a vu qu'elle contenait des olives macérées dans du vin. On sait donc que c'était sa gourmandise préférée.